Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, mais on peut. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour Kaamelott, premier volet, la critique. Ah, cette phrase elle est belle. Cette phrase elle est belle. Rien que ça valait le coup de se lever ce matin. Je suis allé le voir comme beaucoup de gens en avant-première hier soir. Bravo aux gens qui étaient dans la salle où Alexandre Astier est venu à Lyon. Je m'y attendais pour être honnête. Et vraiment, quel bonheur pour vous. Je vais parler aujourd'hui de ce film qui est si important dans ma vie. Ça fait 12 ans. J'attends ça moi, ça fait 12 ans. 12 ans d'une fidélité incroyable à cet univers. Et je vais le dire tout de suite parce que comme ça vous le saurez. Je ne pouvais pas être déçu en sortant de cette salle de cinéma. Je l'ai dit quand j'avais parlé de la bande-annonce, ce film existe. Rien que ça déjà, c'est une récompense. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce film existe. Mais on va quand même essayer d'en parler. On va essayer d'en parler surtout parce que moi je suis allé le voir donc en avant-première avec une salle bondée. Fans de Kaamelott, on l'imagine bien, des gens qui se sont déplacés à la première heure, qui ont pris leur billet très vite pour pouvoir regarder Kaamelott et en profiter. J'ai adoré, bien sûr, ce film, même s'il n'est pas parfait, et nous y reviendrons dans cette critique. Mais d'abord, je vais essayer de vous résumer de quoi ça parle Kaamelott. Alors, dans cette partie ici, vous avez aucun spoiler. Parce que je m'adresse aussi bien aux fans de Kaamelott qui l'ont peut-être déjà vu, ou qui le verront aujourd'hui. Mais peut-être à ceux aussi qui sont moins fans, mais qui vont aller le voir parce que c'est un film événement. Vous pouvez regarder ça, et je vais peut-être vous donner envie de regarder ce film. Kaamelott, le film, de quoi ça parle? Très simple à résumer. C'est l'histoire de Lancelot, un tyran, qui pourchasse les chevaliers de la table ronde, et lui-même est un ancien chevalier de la table ronde, et dans tout le royaume de l'ogre. Et on va assister au grand retour du roi Arthur, qui est en exil depuis lors, et qui va peut-être reprendre le pouvoir. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on espère tout le long du film. Je ne vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais juste ça, ça suffit. Ça suffit. Je vais juste vous dire deux choses. C'est que la question la plus essentielle que je dois répondre dans cette partie no spoil, c'est que je m'adresse, avec cette chaîne YouTube, je m'adresse aussi bien à des fans hardcore qui peut-être sont déjà là pour partager avec moi ce moment parce que vous êtes fans comme moi, et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Mais je vais m'adresser aussi à ceux qui ne connaissent pas ou peu Kaamelott, et qui vont peut-être aller le voir. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, pour les fans hardcore, pas de débat. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais vous y êtes déjà, ou vous n'avez pas besoin de mon conseil. Je vais donc m'adresser aux autres. Et je vais vous faire la même comparaison qu'avec Star Wars. Et je reviendrai sur Star Wars plus tard dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que Star Wars, il y a plusieurs façons de le regarder. Vous pouvez faire l'ordre chronologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est un ordre. Mais vous pouvez aussi faire chronologique de sortie. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ce qui fait que si vous regardez le premier, et que vous connaissez le 4, le 5 et le 6, vous n'aurez pas la même expérience que quelqu'un qui n'a regardé que le premier. Et pourtant, est-ce que vous allez passer un mauvais moment devant le premier? Pas du tout. Pas du tout. Si vous avez vu que la menace fantôme, ce qui était mon cas quand j'étais petit, j'ai commencé par la menace fantôme, pas de problème. J'ai passé quand même un bon moment. Mais c'est sûr que si vous avez déjà beaucoup de culture, et que vous connaissez Palpatine, etc., vous allez passer un moment meilleur, parce que vous aurez plus de références. Moi, je vous fais exactement la même analyse avec Kaamelott. La même. Kaamelott, c'est Star Wars. Si jamais vous ne connaissez pas ou peu, ce n'est pas grave, vous allez passer un bon moment. Je le dis, le film Kaamelott est une comédie qui est meilleure que toutes les comédies françaises depuis plus de 10 ans. Sans problème. Sans problème. Vous allez me dire que la concurrence n'est pas très élevée non plus. Mais il n'y a pas de souci. Vous rirez. Vous rirez. Est-ce que vous rirez autant que quelqu'un qui est fan et qui a donc toute cette connaissance, cette culture? Non. Probablement que non. Il y a des running gags qui vous feront pas rire. Peut-être. Ou il y a certains gags où vous passerez à côté. Certaines références où vous passerez à côté. Mais c'est pas grave. Vous avez toute la vie pour rattraper ces références. Toute la vie. Je vous le dis. Moi, j'irai le revoir. Tout de suite. S'il n'y avait pas cette histoire de passe sanitaire, je serais déjà allé le revoir aujourd'hui. Mais je me fais vacciner demain pour la deuxième dose, donc voilà, je vais attendre un petit peu pour aller le revoir, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, je vais à nouveau aller le revoir, c'est certain. Voire même avant si je peux. Kaamelott, il est pour tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais effectivement, voilà, si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas y aller, parce que j'ai vu Reg, le gorilla, qui a posté sur son Twitter que si jamais on n'était pas fan ou qu'on ne connaissait pas Kaamelott, ça n'avait pas d'intérêt. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce film est accessible pour tout le monde.
Mais est-ce que vous aurez la même expérience? Non, ça serait mentir. C'est vrai. Mais par contre, ce film est excellent. Et est excellent pour tout le monde. Pas de problème là-dessus. Si vous voulez une bonne comédie, allez voir Kaamelott. Cependant, je t'avais parlé dans une vidéo que j'avais faite avec Ronan, où je vous avais expliqué les petites inquiétudes que je pouvais avoir avec la bande-annonce sur Kaamelott. Et je vous avais expliqué que quand même, l'humour de Kaamelott, c'est un humour qui est particulier. Tout le monde ne rit pas devant Kaamelott. Il y a des gens qui passent complètement à côté. Je connais des gens à mon boulot qui m'ont déjà dit « Kaamelott, moi j'aime pas. Je trouve ça pas drôle. » Et c'est vrai que c'est un humour qui n'est pas universel, malheureusement. Voilà. Et donc, je pense que ça sera également le cas pour ce film. Mais c'est le cas depuis le début de Kaamelott. C'est un humour qui ne fera pas rire tout le monde. Mais par contre, si vous êtes client de ce type d'humour, pour ça, si vous êtes client, en fait, Kaamelott repose beaucoup sur l'histoire, sur les dialogues. C'est-à-dire que Alexandre Astier, c'est quelqu'un qui fait des dialogues très précis, avec un phrasé Kaamelott. Il y a un phrasé Kaamelott, et ça, je vous le dis tout de suite dans le film, on l'a absolument pas perdu. Absolument pas. On a le retour de ce phrasé Kaamelott qui est génial, avec encore une nouvelle fois des phrases cultes, etc. Mais il va falloir attendre pour que ça devienne des phrases cultes. Hein. Mais voilà, le phrasé Kaamelott, il est là. Ce qui fait que certains aiment, certains n'aiment pas, peu importe. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous allez passer un bon moment. Mais pourtant, il n'y a pas que le phrasé Kaamelott. Il y a aussi du vrai humour. C'est-à-dire quelque chose qui fera rire tout le monde. Juste de la stupidité, etc., etc. Et ça, je pense que c'est universel. Donc vous inquiétez pas, ce film est pour tout le monde. Et foncez le voir. Si vous aviez des doutes, j'espère que ce que je viens de vous dire là les a comblés. Maintenant, on va rentrer dans la critique pure et dure. Alors, on est toujours dans la partie ce spoil, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, le film n'est pas parfait, déjà. Même si j'adore, je vous le dis tout de suite, je vais dire beaucoup de bonnes choses. Et dans la partie spoiler, beaucoup de fanboyisme probablement. Mais le film n'est pas parfait. Je vais commencer par le négatif, parce que comme ça on l'évacue. J'ai 3 problèmes. J'en ai 3. J'en ai pas d'autres, j'ai noté 3 problèmes. Le premier, c'est il y a par exemple quelque chose de mythique dans l'univers de Kaamelott, ce sont les jeux du Pays de Galles. Ils vont jouer à un jeu du Pays de Galles. Faut le savoir, dans Kaamelott, c'est mythique l'explication d'un jeu du Pays de Galles. Eh bien, malheureusement, jouer à un jeu du Pays de Galles, ce n'est pas drôle. Expliquer un jeu du Pays de Galles, c'est drôle. Dommage. Deuxième point, c'est il y a un ensemble de flashbacks qui va alimenter le film au fur et à mesure. Je suis pas sûr de l'intérêt de cette chose. Je dis ça, c'est pour ça que je le mets en point négatif, mais je le mets en point négatif entre parenthèses. On ne sait pas. Peut-être que ça servira pour un épisode 2, ou un épisode 3. On sait qu'il y a une trilogie. Mais, à quoi ça sert? Peut-être parce que Alexandre Astier imaginait que ça manquait peut-être une histoire d'amour. C'est possible. Mais je ne me suis pas installé, personnellement, devant Kaamelott pour regarder une histoire d'amour. C'est pas vraiment... voilà. Ça n'a jamais été... disons un axe fondateur de Kaamelott, l'amour, je trouve. Donc, c'était pas mauvais, si ça n'était pas nul, mais par contre, elles ont coupé le rythme du film régulièrement, et je trouvais qu'elles n'apportaient pas grand-chose. Et d'ailleurs, à la fin, on ne sait toujours pas véritablement qu'est-ce que ça avait comme intérêt dans la narration du film. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix, c'est son choix, mais personnellement, je ne l'aurais pas mis. Je m'en serais passé. Alors est-ce que c'est ce que je me suis dit a posteriori, est-ce que c'est pour légitimer que j'ai fait donc en dernière saison, il a fait tout un retour sur les origines d'Arthur avant Kaamelott, à Rome, etc. Peut-être. C'est-à-dire pour dire, oui, j'ai eu raison de le faire parce que je vais revenir sur Manilius, etc., etc. Peut-être. Mais on pouvait s'en passer. Je vous le cache pas, je n'ai pas senti que c'était extrêmement pertinent et intéressant. Et le dernier point qui est le plus problématique, c'est Lancelot. Lancelot, ça va pas. Il n'y a rien qui va avec Lancelot. C'est-à-dire que, déjà, dans la bande-annonce, déjà, ça m'avait fait tiquer, mais je me disais que ça allait pas être la tenue qu'il allait porter pendant tout le film. Si, c'est la tenue qu'il porte pendant tout le film. Il a une sorte de tenue blanche, comme ça, là. T'as l'impression qu'il est harnassé comme ça. Alors, pourtant, à un moment, il va se battre avec une épée, mais moi, je me disais, il va pas pouvoir. T'as l'impression qu'il pouvait pas bouger. Mais si, en fait. C'est juste que la forme me donnait cette impression. C'est pas du tout aérodynamique. C'est pas beau, et surtout pour moi ça n'a rien à voir avec le personnage de Lancelot. Lancelot c'est un personnage qui même a été prêt à aller vivre dans la forêt, à se retrouver avec la nature, et là tu te retrouves avec une tenue qui est hors de propos. Et surtout, Lancelot, je ne comprends, et là je vais citer Kaamelott, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. On comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien de logique dans ce que fait Lancelot. Et pourtant Lancelot c'est normalement le chevalier le plus pragmatique. Alors, il est
entouré de nuls, malheureusement, hein, il a fait tout un problème pour essayer de s'entourer pas de nuls, et là il va quand même s'entourer de nuls. Mais au final, les personnages intéressants, c'est le quatuor, on pourrait dire, de ministres, on pourrait dire, qui dirigent, avec Christian Clavier, etc., qui eux sont très intéressants, qui eux sont très drôles, qui eux ont des dialogues intéressants. Lancelot, t'as l'impression qu'il est toujours à contre-temps. Et d'habitude, ça me fait rire quand Lancelot est à contre-temps. Moi, un de mes épisodes préférés de Kaamelott, si c'était mon préféré, c'est un épisode qui s'appelle, qui repose sur le code, où t'as Perceval, Caradoc, Lancelot et Arthur qui expliquent le code des éclaireurs. Et ils tapent sur des bouts de bois. Et Lancelot, il est à mourir de rire. Et pourtant, il va très peu parler. Mais juste par le fait que lui, il est très sérieux et que les autres, eux, ne comprennent rien à ce qui se passe, eh bien, c'est le décalage qui fait rire. Là, il n'y a pas de décalage. Les autres sont juste, voilà, des fois un peu dans l'extrême, etc. Mais ils sont pas cons, quoi. Et enfin, non, ils sont pas cons. On va dire ils sont pas cons. Mais en tout cas, et donc ce qui fait qu'il est pas très drôle. Et il y a en particulier sa relation avec Guenièvre, par exemple, qui est incompréhensible. Je ne la comprends pas. Je reste encore pantois. Je ne comprends pas véritablement sa relation avec Guenièvre. Je comprends pas vraiment. Et c'est dommage. Pour moi, Lancelot, vraiment, c'est un gros raté. Pas du tout à la hauteur pour être le méchant de la saga, mais bon, je m'y attendais, hein. De toute façon, il est pas méchant, mais c'est pas bon du tout. Il est vraiment à contre-emploi, il est pas très intéressant. Il y a rien à retirer, je trouve, de sa prestation. J'ai aucun passage où je me suis dit, ah, il est vraiment intéressant. Et le passage avec Guenièvre, pour moi, c'est le pire. C'est le pire parce que là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. J'ai terminé. J'ai terminé ce qui va pas. Le reste, c'était génial. Ah, c'était génial. Non mais franchement c'était génial. Si vous sortez de ce truc là en me disant que c'était pas génial, c'était génial. J'ai ces 3 petits problèmes, ces 3 petits trucs, ok. Mais le reste, ah quel bonheur. Le bonheur, la définition du bonheur. J'ai eu le sourire, mais ce sourire de satisfaction devant ce film qui était génial. Je vais dire 2 trucs. Déjà, l'humour Kaamelott. L'humour Kaamelott est ultra présent. Avec des références partout. Mais si jamais vous n'êtes pas féru de références, il y a quand même de l'humour débile et que ça marche, pas de problème. Et il y a tout. Il y a tout dans ce film. Il y a la taverne, il y a les paysans, il y a les chevaliers, il y a Perceval et Caradoc, il y a Bohort, il y a tout le monde. Et tout le monde est bien imbriqué. Et le film est hyper fluide. T'as l'impression que tout s'enchaîne normalement. Alors que c'est vrai que tout le monde finit par arriver dans le scénario, on va dire, au fur et à mesure. Mais c'est hyper bien fait. C'est tellement bien fait. Et on n'a pas l'impression, bizarrement, que c'est du fanservice. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que les scènes s'enchaînent tellement bien que t'as l'impression que c'est logique. On passe de l'Aquitaine, on va en Gaune, etc., etc. C'est génial comme ça s'enchaîne. Super. Arthur, Alexandre Astier, il est génial. Perceval et Caradoc, ils sont géniaux. Bohort, il est génial. Je vous le dis tout de suite, quand j'ai revu les paysans. Oh, Guetno et Ropars. Mais alors là, mais je n'ai pas pleuré quand j'ai vu arriver Arthur. Je n'ai pas pleuré quand j'ai vu Perceval et Caradoc. Par contre, j'étais presque à pleurer quand j'ai vu Guetno et Ropars. Tellement je les aime tous les deux. Je les aime tellement. Ah, vraiment, c'était trop beau. Et pourtant, ils ont un rôle tout. C'est tout court. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Ils étaient là. Et donc, il y a les Burgondes. Il y a plein de choses. Le film, ça repose sur la mythologie de Kaamelott sans laisser les gens de côté. Et c'est génial. Et Léo Dagan est génial aussi. Ah, super. Tout l'arc de façon en Carmélide est top. C'était super. C'était à mourir de rire. Je me suis marré. La salle s'est marrée. On a applaudi à la fin de la salle, à la fin de la séance. C'est dire. Bon, vous allez me dire c'était des purs fans, comme je l'ai déjà dit, mais on a applaudi. Tellement c'était beau. C'était magnifique. L'histoire, elle est géniale. Et j'avais peur d'une chose que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que, vu qu'il y a plus de moyens, on pouvait s'attendre à que d'un coup, on parte dans une démesure, avec des combats, des machins, des trucs. Pas du tout. Il y a énormément de dialogues. Ça reste du Kaamelott. C'est un film, et ça reste du Kaamelott. Et surtout, je reconnais dans l'écriture d'Alexandre Astier la volonté quand même de le découper en scénettes. C'est-à-dire qu'on pourrait, si on le voulait, alors ça reste un film, mais le découper. C'est-à-dire qu'il y a le passage, le premier partie avec les pirates, deuxième partie en Aquitaine, troisième partie à Gaune, quatrième partie, etc., etc. Et on pourrait, comme ça, le découper en scénettes, bon, qui serait beaucoup plus longue, au lieu de ça dure 5-6 minutes comme parfois. Là, voilà, ça monterait à peut-être 10-15 minutes, peu importe, mais il y a encore ce découpage de type Kaamelott. L'humour Kaamelott, bah il y a des références de partout, bien sûr, des phrases cultes dans tous les sens, du phrasé Kaamelott comme je l'ai expliqué au début, il y a foison, et moi j'adore. Alain Chabat, il crève l'écran. Christian Clavier, il crève l'écran.
Et pourtant, hein, voilà, je suis pas un fanboyisme de ces deux, mais alors, les deux, ils sont extraordinaires. Hein. Et alors, Géraldine Nakache, oh là 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 là, mais alors, elle est sublime, elle est magnifique, elle est géniale, je l'adore, je l'adorais déjà. Hein. Je l'adorais déjà. Moi, Alain Chabat et elle, tous les deux, le duc d'Aquitaine et la duchesse d'Aquitaine, les deux. Mais alors là, ils sont encore une nouvelle fois en masterclass. Masterclass tout le temps. Perceval et Caradoc sont géniaux. Si vous les aimez, il n'y a pas de raison que vous les aimiez pas dans ce film, ils sont géniaux. Cadoc, du pur fan service, mais du pur bonheur. Du pur bonheur, et génial en plus. Mais vraiment génial quoi. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Cadoc, il est génial. Bohort, il est cool Bohort. Bohort, il est super. Qui c'est que je vous ai pas cité? Et puis vous avez tout le lore, Merlin, tous les personnages qui sont autour de Léodagan, Dame Célie, etc. Ils sont géniaux également. Et tous en plus, tous les personnages, c'est là où le film est brillant, c'est qu'il arrive à réintégrer toute la mythologie de Camelot sans que ça ait l'air forcé, sans que ça ait l'air d'avoir été mis là, à part peut-être une fois, il y a un moment où je me suis dit, ah tiens, c'est vraiment forcé qu'il soit là, mais le reste, tout le reste, c'est vraiment hyper fluide, bravo. Et pourtant, il va quand même y avoir un peu d'action, c'est quand même plus spectaculaire parce qu'il y a plus de moyens, mais ça reste, on mise sur les dialogues, on mise sur l'écriture, on mise sur l'humour, pas au point non plus d'en perdre le sens, c'est-à-dire que Arthur, enfin Alexandre Astier maintenant désormais, il essaie de raconter une histoire, c'est plus un enchaînement de scénettes qui n'ont pas de sens. Là, il y a une histoire qui est racontée, mais l'histoire, elle est simple par exemple, il n'y a pas de... C'est peut-être un défaut que pourraient dire certains, c'est qu'il n'y a pas énormément de suspense. Mais ça n'a jamais été une caractéristique de Camelot. Ça n'a jamais été des épisodes à suspense de qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Non, là, il n'y a pas de suspense. Le film va avancer, il y a des péripéties, des choses qui se produisent, etc. Des obstacles, des machins et tout. Mais il n'y a pas tant de suspense que ça. Mais c'est pas grave, c'est un bonheur, c'est un plaisir de revenir dans cet univers et de kiffer, de rire dans cet univers. Et ça, c'est trop beau. J'ai beaucoup aimé également tout ce qui est le travail de différents lieux. C'est-à-dire que vu qu'on a plus de moyens, comme je l'ai dit, et ben on va se déplacer, et donc on va visiter le royaume de l'ogre, qu'on avait très peu visité parce qu'on ne connaissait absolument pas. Et ben là on va le visiter. Alors on était déjà allé en Carmélide, mais là maintenant on va aller en Aquitaine, on va aller en Gaune, on va aller. Ben, vraiment on va se déplacer un peu partout. On était déjà un peu déplacé dans la dernière saison, mais là on va vraiment se déplacer. C'est très bien aussi. Gros travail sur les costumes, certains sont ratés comme celui de Lancelot, d'autres sont très réussis. Les acteurs sont tous bons, géniaux, moi je les ai beaucoup aimés. Comme je l'ai dit, hein, surtout Alain Chabat et Christian Clavier volent l'écran, Arthur, Perceval et Caradoc, bien entendu. Et puis voilà, que du bon à en retirer, à part les quelques points négatifs que je vous ai cités au début, que je développerai plus en partie spoiler pour pas vous gâcher le plaisir, mais le reste, c'était un plaisir. Et c'était un plaisir parce que moi je suis un fan et il m'a récompensé de mon attente. Et quand je suis sorti de là, la seule chose que je me suis dit c'est, quelqu'un qui est fan peut pas être déçu. Et quelqu'un qui est pas fan, ben je me demande s'il peut aussi dire j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que le film est bon. Le film est bon. Le film est très bon. Et si vous êtes fan, ben alors là, vous allez prendre votre pied. C'est obligatoire. Obligatoire. Bref, un immense succès. J'espère que ce sera un succès au box-office et que ce pass sanitaire va pas le flinguer. Je l'espère, je croise les doigts. Parce qu'on veut cette trilogie. Maintenant qu'on est lancé, j'ai envie de dire on la veut. On l'a mérité. Et voilà, je vais juste terminer sur un point, c'est que malgré que j'étais dans une fan avec des purs fans, j'ai quand même quelques personnes qui sont parties avant la fin. J'en ai à peu près, on va dire presque, je sais pas, un quart de la salle. Et ce quart de la salle a raté la scène post-générique. Il y a une scène post-générique, alors, qui n'apporte pas grand-chose, mais quand même elle est là. Donc ne partez pas avant la fin, sinon vous ratez la scène post-générique. Je m'y attendais parce que Alexandre Astier, c'est un fan de pop culture. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui adore Star Wars d'ailleurs par exemple. Et donc, je m'attendais à qu'il y ait une scène post-générique, et donc ce qui fait que je ne suis pas parti, j'en étais sûr qu'il y en aurait une. Bon, aussi parce que je prenais des notes pour pouvoir vous dire tout ce que je vous ai dit depuis le début là, mais j'étais sûr qu'il y aurait une scène post-générique, donc ne partez pas avant la fin, elle n'est pas importante, si vous l'avez pas vue c'est pas grave, mais j'en parlerai en partie spoiler, pour ceux qui l'auraient raté comme ça, sinon allez le revoir, ça vaut le coup. Voilà. Et, écoutez, je vous laisse ici pour la partie no spoil parce que je suis obligé de me brider sinon je vais pas pouvoir tout vous raconter. On se retrouve en partie spoiler de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager. Et on se retrouve maintenant en partie spoiler où je vais tout spoiler. Donc si vous l'avez pas vu, fuyez. Et nous, maintenant, on spoil à fond. On est maintenant en partie spoiler et je peux vous dire qu'en fait, je vais diviser ça par arc. Puisque je vous ai expliqué en partie no spoil qu'on peut le diviser par scénette. Et ben je vais le diviser par arc. Premier arc, arc dans le désert, donc avec la scène d'intro, la scène avec les pirates, etc. Il récupère Arthur et il le ramène.
J'ai été un peu déçu de la scène d'intro, parce que je l'ai trouvé moins drôle que ce que ça aurait pu être. Je m'attendais vraiment à que la première scène nous colle dans notre siège et nous fasse dire « Ah, c'est trop drôle ». Avec l'apparition de Vennec, génial par contre. Mais j'ai été un tout petit poil, déçu. Parce que je m'attendais que ça commence très fort. Au final, c'est pour ça que au début je me suis dit « Ah, c'est peut-être pas aussi drôle que prévu ». Oh, vous inquiétez pas, après derrière, c'était du petit lait. Mais j'ai bien aimé. C'est juste que ce pirate là était pas extraordinaire. Je l'ai trouvé sympa, mais pas non plus à mourir de rire. Voilà, c'était sympathique, mais il m'a pas fait rire énormément. Donc après il récupère Arthur. Je trouve que cette partie-là s'enchaîne relativement bien. Peut-être un poil longue, mais elle s'enchaîne bien. Ce qui est dommage, c'est comme je l'ai dit, voilà, c'est qu'après le film va être coupé là de ces scénettes qui nous racontent l'origine d'Arthur dans l'armée romaine et qui rencontre une jeune fille, etc. Je maintiens que je ne comprends toujours pas véritablement l'objectif, à part nous tisser, enfin nous raconter une histoire d'amour. Alors des fois il nous fait des parallèles avec Guenièvre, avec machin. Est-ce qu'on avait vraiment besoin ? Je crois pas moi. Donc ça a haché le rythme. Ça a haché le rythme, je trouve ce truc. Je l'aurais enlevé moi. C'est-à-dire que je l'aurais pas mis. Je trouvais que ça n'apportait rien. Pour moi, en plus c'était pas particulièrement drôle, c'était pas particulièrement essentiel, nécessaire. Mais je dis ça, si jamais cette jeune fille, elle revient dans l'épisode 2, je me serais trompé. Je dirais, si c'était extrêmement important. Mais si jamais c'était juste pour ça, je suis un peu dubitatif. Donc l'arc dans le désert, très réussi. Parce que voilà, c'était réussi, un peu long, mais réussi. Et puis surtout, ça a permis de montrer tous les talents de réalisateur d'Alexandre Astier, c'est-à-dire que des magnifiques paysages, voilà, à perte de vue, le désert, un peu d'action, et puis super, l'aventure comme ça qui se lance comme ça, je trouve que c'est vraiment un film d'aventure. C'est un film humoristique, mais c'est un film d'aventure, et je trouve que ce début marquait vraiment le style d'un film d'aventure, c'est-à-dire qu'on vient chercher quelqu'un, un peu comme le Hobbit, quoi, et on vient le chercher et tu pars à l'aventure parce que, un peu pas contre ton gré, mais voilà, l'aventure vient à toi et t'as pas vraiment l'opportunité de... Voilà. Ou plutôt le Seigneur des Anneaux à la limite, plus que le Hobbit, parce que le Hobbit il fait vraiment le choix de partir, mais voilà, c'est un peu... Enfin, quand je dis ça, les nains rentrent chez lui sans qu'il ait vraiment demandé. Bon, peu importe. Voilà, ça c'est très bien. L'arc, ensuite, on va passer à l'arc Perceval et Caradoc. Alors l'arc Perceval et Caradoc, lui, il va être au fur et à mesure du film, c'est-à-dire qu'ils sont enterrés dans le sol. Et alors là, pour moi c'est masterclass sur masterclass, j'étais mort de rire. Cadoc, tout le running gag sur le canard, moi ça m'a fait mourir de rire. Mais parce que c'est du Cadoc, on le connaît, c'est un mythe, c'est une légende. Et puis les deux, ils sont géniaux. Perceval, il est génial. Caradoc, il est génial. Et là, superbe idée d'Alexandre Astier, ils ont fait grandir donc ses enfants. Forcément, hein, il s'est passé du temps. Et donc ses enfants, eux aussi, ils ont leurs propres aventures, leur propre histoire. Ils développent des choses autour. Ils donnent une petite histoire d'amour loufoque et tout, génial. D'ailleurs... L'un des enfants est vraiment super marrant, d'ailleurs il y en a un qui essaie de draguer la fille, enfin c'est super. C'est super. Moi ils m'ont fait mourir de rire, et en particulier une scène où ils se retrouvent dans une prison, et où t'as justement l'un des garçons qui drague l'une des filles et qui veut se marier avec elle, qui est super drôle et qui voit arriver M'évanouie, et qui lui dit j'aimerais vous exprimer mais même si vous avez l'air, etc. C'était tellement drôle. Là c'est du Kaamelott. C'est du Kaamelott, c'est-à-dire que c'est la puissance du dialogue, la puissance de l'écriture ciselée, parfaite. J'ai tellement hâte de relire juste le dialogue qu'il dit, parce que là je pense qu'il y a du miel en phrase culte. Là dans ce passage-là, c'était sublime. Surtout avec Perceval qui fait ces petites interventions comme ça, au-dessus de l'épaule de M'évanouie, c'était génial. Voilà, donc l'arc de Perceval et Caradoc, ils se sont enterrés en plus super bidés. Super bidé, loufoque, drôle, Merlin qui intervient juste comme il faut, les trois, super alchimie, génial, rien à dire, c'était super, c'était sublime, c'est du pur Kaamelott. Si vous n'avez pas aimé, je sais pas quoi vous dire. Ensuite, vous avez ce qu'il appelle l'arc Voyage d'Arthur, c'est-à-dire le passage en Aquitaine et le passage chez Bohort. C'est super. Déjà, le passage en Aquitaine... Alain Chabat, la première scène où il est là, il m'a fait mourir de rire. Il m'a fait mourir de rire. Le passage comme ça là, où t'as justement le pirate et tout qui discute avec lui et tout, ah c'était trop drôle. La scène du bain, trop drôle. Géraldine Lacache, comme je l'ai déjà dit, la duchesse d'Aquitaine, elle est à mourir de rire. Là vraiment, mais c'est... Chaque phrase est une punchline, chaque phrase est un bijou d'écriture, magnifique, ciselé, efficace, drôle, parfait, 100% génial, merci. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, il y a le passage chez Bohort, qui est drôle également, mais différent. Un peu plus sur l'émotion, avec cette nouvelle table ronde et tout. Génial également, super, mais
moins dans l'humour, même s'ils sont ridicules, etc. Genre la façon de se présenter, je suis le frère de machin et tout, je suis seigneur, mais j'ai pas de terre, voilà, putain, un gamin et tout. Enfin, c'était vraiment très très drôle. Mais ceci dit, c'était un peu moins drôle qu'avant, mais c'est bien, ça a permis de se reposer un peu, c'est tant mieux. Et il y avait un peu, voilà, ce moment où il s'installe autour de la table comme ça et il dit, voilà, la table, elle est... Non, elle est pas moche, cette table, elle est... Voilà, j'ai bien aimé, je trouve que ça a mis un petit moment de... Pas de gravité, parce que c'était pas grave, mais... Voilà, de l'ambiance un peu plus machin, et c'était bien, ça a posé un peu le rythme, et c'était très bien. Bon, il y avait déjà les scénettes, malheureusement, qui posaient aussi le rythme de temps en temps, et ça, c'était pour moi de trop. Voilà, super, donc voilà... En plus, j'ai bien aimé le côté, voilà, il arrive en Aquitaine, on l'emmène jusqu'à chez Bohort, et que ça s'enchaîne aussi bien. T'as pas l'impression que ça a l'air forcé qu'on t'amène Bohort dans cette histoire. J'ai bien aimé. Ensuite, ils se font capturer, parce que, voilà, capture. Perceval et Caradoc se font également capturer, et on va vous mettre Guetno et Ropars à ce moment-là. Oh, c'était masterclass, je les ai adorés, ils m'ont fait mourir de rire. Et puis bah avoir mis le fils de Ropars, voilà, moi j'aime Ropars à fond, bah, les deux, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire. Juste voir leur tête, parce que ils ont des têtes, c'est pas méchant pour ce que je dis là, hein, mais ils ont des têtes tous les deux à me faire mourir de rire juste sans rien dire. C'était trop drôle. Voilà, génial. Ensuite, l'arc Carmélide. Alors l'arc Carmélide, il est génial, pareil. Léo Dagan qui devient agriculteur, etc. Il est super. Par contre, petit... Voilà. Il s'est vraiment laissé faire comme ça. C'est-à-dire que Léo Dagan, il s'est fait enlever toute son armée sans rien dire. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'avaler, celle-là. Je me suis dit, moi qui suis pur fan, Léo Dagan, l'imaginez sans armée et s'est fait dépouiller comme ça. Léo Dagan, quoi. Léo Dagan, le mec qui était prêt à mettre tout l'argent dans les armes, dans l'armement. Il s'est fait dépouiller par Lancelot et il a rien dit contre. Je trouve ça un peu surprenant, mais bon. Léo Dagan, voilà, fait pas partie. Alors, en fait, je m'attendais, pour être honnête, à qu'on découvre que Léo Dagan, par exemple, il a vendu son âme au diable. C'est-à-dire qu'on veut qu'on voyait les Saxons qui récupéraient de l'argent au fur et à mesure du film. Je me disais, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'en fait, Léo Dagan, lui aussi, il récupère de l'argent, il récupère du blé. Et qu'il y a un moment, on retrouve le fameux coffre, et qu'ils disent, et que le coffre, je sais pas, il est triplé de volume, par exemple. Je sais pas, il nous sort le petit coffre qu'il avait avant, et que là, tu vois un énorme coffre, et il dit, voilà ce que m'a rapporté Lancelot. J'ai envie de dire, ça va, j'ai pas de problème. Tu vois, bah, il est pas allé là-dedans, dommage, mais j'aurais bien aimé. Mais très bon arc Carmélide. Et vous avez ensuite un autre arc, qui est l'arc donc du Conseil des ministres, on pourrait l'appeler le Conseil restreint, avec donc Christian Clavier et les autres. Voilà, le Père Blaise, super, génial, mais alors bon, le Roi Lot, le retour du Roi Lot, il est génial. Il est génial, super drôle, et du running gag, bien entendu, hein, avec Antoine Decaune. Antoine Decaune, il est génial, mais c'est référencé. Par exemple, quand il parle de Lille comme ça, il dit « Chez moi ici, c'est référencé ». C'est vrai que ça fait rire, je pense que ça fait rire de toute manière, mais est-ce que ça fera rire autant quelqu'un qui a pas vu la saga? J'en sais rien. Ou qui l'a pas vu autant? J'en sais rien. Mais il est génial. Et puis, parce que ça rappelle la saison 5, voilà, avec la grosse discussion avec saison 4, pardon, avec le Roi Lot qui lui dit, voilà, ça c'est chez Lancelot, on a regardé sur la carte, il s'est installé chez vous, mais c'est chez moi ici, mais de toute façon, Arthur, c'est lui qui me les a cédés, ces terres, etc. Bref, voilà, c'est pour les initiés, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'était, je pense que ça fait rire quand même, mais si ça vous plaît, si vous connaissez l'univers de Kaamelott, ça vous fait encore plus rire. Et il est génial, vraiment il est super. Tout le conseil restera pour moi, c'est géniaux. Quand ils arrivent comme ça et qu'ils se présentent et qu'ils voilà, montent en haut du château pour regarder l'attaque des Burgondes, c'est à mourir de rire. Enfin voilà, c'est loufoque comme on aime. Les Burgondes, ils sont géniaux, super, à mourir de rire pareil. C'est tout ce qu'on veut. Moi quand je l'ai vu, juste cette scène, pareil, c'est référencé. Est-ce que ça fait rire quand même? Je pense que oui. Ou là, il dit, mais il parle notre langue maintenant. C'est référencé. Et après, juste je sais plus, mais il sort le mot salsifis, bien entendu. Et salsifis, c'est référencé, mais ça fait rire, je pense quand même si vous n'avez pas la référence. C'est pas grave. Mais si vous avez la ref, alors là, moi j'étais plié. J'étais mort de rire. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut voir dans Kaamelott et j'ai adoré. Ensuite, il y a l'arc Guenièvre. Alors, l'arc Guenièvre, il est un peu en deux morceaux. Vous avez la scène, la fameuse scène dont je vous ai parlé, avec Lancelot, qui est donc, comme je l'ai dit, un gros raté, parce qu'il arrive toujours à contre-emploi. Et alors là, je vais vous expliquer, parce que là, il y a un truc qui va pas. Il arrive, et donc, il est avec Mévanoui, parce que Mévanoui, c'est elle, je suppose, voilà, vu qu'elle avait fait disparaître l'annulation de mariage, etc., etc., bon, très bien.
j'ai un problème quand même avec cette scène. Moi, j'ai un énorme problème. C'est que si on reprend ce qui s'est passé dans la dernière saison, Caradoc abandonne le pouvoir, le rend à Arthur, Arthur redonne le pouvoir à Lancelot, donc Lancelot a obtenu son pouvoir, pas de Mévanoui, mais d'Arthur. Vous me suivez jusque-là? Donc, il n'a pas une obligation, selon moi, de se farcir Mévanoui. Et surtout, la réflexion, c'est, il se met avec Mévanoui. Par contre, la femme qu'il aime, avec laquelle il a envie d'être, il l'enferme dans une tour pour ne pas en profiter, pour à peine aller la voir, etc. Quelle est la logique? Je l'ai déjà dit, Lancelot, ce n'est pas quelqu'un d'absurde. C'est quelqu'un de pragmatique, Lancelot. Il n'aime pas être entouré de nuls. Il n'aime pas être entouré de gens incompétents. Même si au final, toute sa vie, il va être entouré d'incompétents. Dans son camp, c'était des incompétents, etc., etc. Mais c'était la première critique qu'il faisait contre Camelot. Pour ça qu'il était parti, c'est qu'il les trouvait incompétents, incapables, indignes de mener la quête du Graal. Et ben là, non. Non, ça va pas avec Guenièvre. Parce qu'il n'est pas dans son style. Et en fait, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit loufoque en face de lui pour que lui, son sérieux, nous fasse rire. Là, c'est pas le cas. Il est complètement hors de propos. Il est complètement hors de ses pompes. Et justement, cette scène-là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est roi. Enfin, il est pas roi, il est régent, on va me dire. Mais peu importe. C'est lui qui dirige. Qu'est-ce qui vient se farcir? Surtout que bon, il a l'air de plus ou moins vouloir les tuer, etc. Il se débarrasse de Mévanoui et puis c'est terminé. C'est terminé. Qui viendra la pleurer? Personne. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qui se passe avec Guenièvre. J'ai pas du, en tout cas avec Lancelot. Par contre, tout le travail entre Guenièvre et Arthur, alors là, c'est du bijou. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que je suis pas sûr de la pertinence du flashback. Parce que le flashback, si c'était pour ajouter de l'amour là-dedans, alors effectivement, entre Arthur et Guenièvre, l'amour c'est compliqué, c'est complexe, ça a toujours été. Et ceci dit, moi ça m'a suffi, hein. Je n'avais pas besoin de plus. Donc si Alexandre Astier avait peur qu'il n'y ait pas assez d'amour là-dedans, moi je trouve que ça en manquait pas. Voilà, donc c'était très bien. Bon, la scène de la tour, elle était géniale, avec l'attaque de Perceval et Caradoc, c'est du pur Camelot. Voilà, les techniques pour se battre sans épée, machin, c'est du pur Camelot, faut aimer, moi j'adore, donc forcément, voilà. Et puis Guenièvre qui veut revenir là-bas pour aller chercher une couronne, machin et tout, c'est très très drôle, mais c'est du Camelot pareil dans le texte, c'était génial. Et puis voilà, donc super cool, j'ai beaucoup aimé, c'était génial. L'arc Guenièvre, très réussi. Voilà, le seul truc qui va pas, c'est Lancelot, mais Lancelot, il va pas dans toutes les séances. Dans toutes les séquences, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans l'arc du Grand Conseil, pareil, il est toujours hors de propos par rapport aux autres qui sont drôles, malins, etc. Ou en tout cas, qui ont des propos intéressants. Lui, il dit des platitudes, des choses pas intéressantes, je trouve. Ça n'a rien à voir. Voilà, ensuite, il y a l'arc de l'épée, donc avec le fameux jeu de Perceval, que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé pas drôle. Mais j'ai trouvé pas drôle, et puis franchement, c'était drôle, c'est drôle de le voir expliquer le jeu. Mais là, vu qu'on comprenait pas, alors je pense que c'est un peu le côté un peu absurde, donc on comprend pas les règles, on comprend rien, etc. Mais c'est le bordel, c'est le bazar, on comprend pas vraiment. C'est long en plus. J'ai trouvé que c'était interminable cette scène. Je me suis dit, mais combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il joue à ce jeu? Combien de temps que. En plus, il dit le ballon il sert à rien, machin. C'était fumeux ce truc. Alors, c'est vrai que c'est du Camelot, y a pas de problème, mais c'était fumeux cette affaire. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'étais un peu comme ça. Je me disais, mais où est-ce que ça va ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Surtout pour se terminer par un coup dans les roubignoles. Bon, écoutez, bon, ça va, mais on a vu Alexandre Astier plus inspiré, on va dire. Voilà. Et puis bon, il récupère l'épée. Peut-être c'est pour ça que j'expliquais ça tout à l'heure en partie no spoil, c'est qu'il n'y a pas de suspense. C'est-à-dire que par exemple, ils ont même pas fait une sorte de il y arrive pas, il y arrive. Non, non, il y arrive tout de suite, par contre l'épée s'éteint. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus, c'est son destin. Hein. Mais voilà, c'était sympa, mais on pouvait s'attendre peut-être encore à une péripétie de plus. Mais non, parce que ça n'empêche de rien. Hein. C'est-à-dire que l'épée après va se rallumer au moment où il va affronter Lancelot. C'est bon quoi. Alors je me suis d'ailleurs dit, est-ce que par exemple elle s'est rallumée à cause de Lancelot ou est-ce qu'elle s'est rallumée parce qu'il est allé chercher Guenièvre et que donc il a réparé sa faute? C'est-à-dire, vous savez, quand il remonte la tour, qu'il monte par les branchages, etc., etc., est-ce que les dieux ne l'ont pas pardonné à ce moment-là? Il y a la présence de la Dame du Lac, petite présence, mais toujours bienvenue. Et puis, après, ce que j'ai noté, arc final, avec la Grande Guerre, qui ne va pas dans la démesure, c'est-à-dire qu'on tombe pas dans un truc où, je sais pas, c'est hyper épique, hyper guerrier ou tout ce que tu veux. Non, c'est très bien fait, très drôle également, voilà, du Camelot. Et puis la scène donc de combat,
Et c'est là que je vous expliquais que Lancelot, moi je me suis dit, mais il va jamais pouvoir combattre. Il a l'air complètement embruré dans ce truc. Si, il y arrive, vous inquiétez pas, il y arrive. Mais cette tenue, elle est pas faite pour combattre, on va pas se mentir. Donc ça va pas du tout. Mais bon, le combat est sympa. J'ai bien aimé l'épée. Un petit côté Star Wars, c'est pour ça que je vous disais ça en partie no spoil, c'est que déjà il y a un côté Star Wars, je trouve, dans la musique orchestrale et tout, elle est très Star Warsienne. Musique Star Wars avec l'épée aussi, qui est très Star Wars. Le côté justement, les origines, le mec il part du désert. On en a réfléchi, il part du désert, il tombe sur des gens, il y a une résistance, il veut faire tomber le pouvoir, un peu du Star Wars quand même dans le texte quand même, non? Donc est-ce que c'est pas notre Star Wars français, j'ai envie de dire? Donc voilà, je sais peut-être que je mettrais ça dans le titre d'ailleurs. Voilà, c'est le Star Wars français pour moi. Mais sur Terre quoi, pas dans la guerre des étoiles, la guerre du royaume, la guerre de l'ogre, je sais pas, peu importe. Voilà, c'était super, génial. L'arc final donc très bon, et là il y a donc Arthur pardon, arrive à battre Lancelot. Ce qui est génial, c'est comment il a réussi à contrôler les Burgondes avec la musique et tout. Ça, j'ai adoré cette scène justement au ralenti comme ça, où t'as juste la musique comme ça et t'as Arthur qui se dit ah oui machin, et c'était super. Et il y a cette scène de fin. Alors il y a cette scène de fin où Arthur donc se met sur la table et est prêt à mourir, à nouveau se suicider. Ce qui quand même pose question, parce qu'il est là pour faire tomber Lancelot, mais il décide de pas le tuer, ce qui fait que s'il meurt, Lancelot reprend le pouvoir, donc objectif pas atteint, selon moi, objectif en tout cas pas vraiment atteint, dommage. Ensuite bon, il fait partir le roi Lot, tout ça, Christian Clavier, etc. J'espère qu'il va les faire revenir, j'espère. Parce que ce serait dommage qu'on se perde de ces personnages, qu'on ne les revoit plus. J'espère bien qu'on les reverra quand même. Voilà, très bonne intervention. Donc arc final, voilà, qui sur ce moment-là, Arthur part même sans son épée magique. C'est je sais plus qui récupère l'épée magique pour repartir et tout, donc Excalibur. C'est vrai que c'était un peu bizarre, mais bon, c'est pas hors de propos, hein, c'est toujours en lien avec ce qui s'est passé dans la saison 5, donc c'est pas dans le livre 5, mais c'est pas incohérent. C'est juste que je m'attendais pas à ce moment-là de l'intrigue de voir arriver ça. Je sais pas si vous c'était le cas, mais moi je m'y attendais pas. Et enfin, donc tout le monde redescend, tout le monde repart. Et là, donc on règle le problème avec les Saxons, qui sont un peu le running gag de tout le film avec les Burgondes, qui récupèrent de l'argent, qui récupèrent des îles, etc. Et donc les Saxons acceptent de se mettre au service du roi Arthur, si ils peuvent participer à la quête du Graal et devenir un chevalier de la table ronde. Ce qu'Arthur accepte, parce que voilà, c'est une terre sacrée, on n'a pas le droit de la séparer, etc. C'était très intéressant. Et donc là, on comprend que la fin nous annonce que l'épisode 2 sera certainement concentré sur la quête du Graal. Est-ce que ça veut dire que la saison 3, enfin l'épisode 2 sera sur la quête du Graal? Est-ce que le troisième fera l'introduction du personnage de Mordred? Ça me paraît fou de me dire que là, aucune pièce n'a été mise sur le personnage de Mordred, qui est quand même un personnage important de la mythologie d'Arthur, qui voilà, est un enfant qui tue son propre père, etc. Enfin bref, il y a plein de choses là-dessus dans la légende arthurienne. Je vous encourage à vous renseigner. Je sais pas trop si ça va finir par arriver ou pas. Pour l'instant, je trouve que ça n'a pas l'air d'aller là-dedans. Donc je pense qu'il va peut-être pas le faire. Mais parce que voilà, normalement, on va vers là, normalement. Normalement, c'est ça l'aboutissement. Donc je sais pas si il va respecter ça, ou est-ce qu'il va partir sur autre chose et raconter sa propre version, ce qui serait très bien, moi ça me pose pas de problème. Mais par exemple, la tour avec les fantômes, etc., c'est dans les légendes arthuriennes. Je l'avais fait travailler avec mes élèves dans mon collège. On avait fait travailler la tour comme ça, avec les fantômes, etc. C'est dans les aventures de Perceval et de Gauvin. Voilà, parce que je l'avais fait travailler avec mes 5e, et voilà, je l'avais fait travailler, gros plaisir, vous imaginez bien, pour ma part, et c'est un des éléments qui existe vraiment dans la légende arthurienne, voilà, ça n'a pas été inventé, ce genre de choses. Le filler Burgonde est génial, mourir de rire, moi ils m'ont fait mourir de rire, vraiment top. Le passage à Camelot, le passage en Carmélide et le retour à Camelot, super. Et donc la scène post-générique, qui a été raté par certains de mon cinéma, vraiment mais malheureux, qui voit l'arrivée, donc le retour de Méléagant. Donc comme je dis, c'est pas grave si on l'a pas vu, mais ça veut dire que Méléagant est toujours là. Alors est-ce que ça veut dire que le deuxième film ne sera pas forcément sur la quête du Graal, mais plutôt sur Méléagant, et que la quête du Graal sera que dans le troisième? Ça me semble beaucoup. Donc est-ce que Méléagant va pas être un obstacle sur la quête du Graal, avec pourquoi pas Lancelot, etc., etc. À voir sur le coup. Par contre, il avait l'air en piteux état, notre ami Méléagant. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait faire des vidéos théories de malade.
Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, peut-être d'ailleurs, ça peut... il faudrait que je fasse ça, peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, grosse scène post-générique de Mêlée à gants, intéressant, et j'ai hâte d'en savoir plus, où est-ce que ça va nous emmener cette histoire. Parce que ça peut avoir beaucoup de potentiel. Et puis donc, on n'a pas eu... je m'attendais que la scène de fin soit un peu comme dans Justice League, la première version. Non, la Snyder Cut, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, peu importe. Où t'as, voilà, la table comme ça, enfin la grande salle qui est ouverte, et puis presque on te ressort une table, etc. Je m'attendais à peut-être qu'ils nous refassent une table, et que ça se termine là-dessus. Ce sera pas le cas, ça se terminera vraiment, voilà, juste sur... et si on repartait sur la quête du Graal, surprise, mais c'est bien, et puis voilà, fin, et voilà. Ce film existe. Je pourrais m'arrêter là-dessus. Ce film existe. Ce film existe. J'ai kiffé. J'ai passé un excellent moment devant. Merci Alexandre Astier. Merci, 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 parce que ça a été à la hauteur de mes attentes. Et pourtant, elles étaient hautes, comme j'ai dit. Mais j'ai essayé de pas trop me hyper, mais c'était dur, parce que 12 ans d'attente. Mais elle a été à la hauteur de mes attentes. Et je n'ai pas été déçu. J'ai passé un excellent moment devant ce film. Je vous le recommande. Je le recommande à tout le monde. Je vais le recommander à toute ma famille, à tout le monde, à toutes les personnes que je connais. Allez voir Kaamelott. C'est un film qui le mérite. C'est un film qui vous allez passer un bon moment. C'est un film génial. C'est un film que moi je vais aller revoir. C'est pour vous dire. Je suis prêt à repayer ma place encore et encore juste parce que... Et après je l'achèterai en Blu-ray pour le remater, le re-remater. Depuis d'ailleurs que je suis rentré de vacances, j'arrête pas de me refaire les Blu-ray parce que j'adore. C'est trop bien. C'est génial. Merci Alexandre Astier. Merci, merci, merci. Le film parfait n'existe pas. Ce n'est pas un film parfait. Mais il a été à la hauteur de mes attentes. Et elles étaient déjà élevées. Hein. Et merci. Merci, merci de ne pas nous avoir trahi, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que malgré les reproches que je fais à Lancelot, ce film ne casse rien, ne touche à rien, ne fait rien de bête, ne fait rien de bêtise. Ça reste dans l'univers de Kaamelott. Ça reste cohérent, etc. J'ai envie de dire, c'est l'auteur, de toute façon, qui fait en sorte que ça soit cohérent ou pas, mais il n'y a pas d'erreur manifeste, à part, comme je vous l'ai dit, peut-être là, le Lancelot Guenièvre, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. Et c'était super. C'était super. Et j'étais presque ému en sortant de la salle. Parce que ce film, on l'a mérité, on l'a voulu, on l'a eu, et maintenant on n'a plus qu'à en profiter. Et merci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre au soutien. Et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous attends avec impatience pour partager notre passion de Kaamelott. Je vous attends. Si j'ai fait cette vidéo, c'est uniquement pour ça. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais je peux pas faire plus court. Franchement, ça le mérite. Et on se retrouve, nous, de toute façon, très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.